T'as un stage en labo. Donc il faut. Si, j'ai la photo, j'ai vu la photo, j'ai dit qu'il y avait pour ceux qui avaient des bouquins, qu'il y avait Myriam, comme c'était beau. Elle m'a dit c'est pas grave, on se reverra. Il n'y a pas de souci. Depuis plusieurs années, nous renoncions à nos vacances, privilégiant l'ascension professionnelle de Jacques, mon mari. Promu à une place de contremaître, il avait accepté de sacrifier 3 étés à son employeur. Cette contrainte levée, nous nous faisions une joie de partir cette année au bord de la mer. Nous avions consacré nombre de soirées d'hiver à éplucher les sites de location de mobil-home et un camping 3 étoiles à Saint-Lary-sur-Mer avait retenu notre attention. Les images défilaient dans ma tête. Un cottage avec terrasse, sein de jardinière en bois garni de plantes aromatiques et de fleurs colorées nous promettait une heureuse semaine à barboter dans la Méditerranée. La multitude d'animations proposées ravissait les enfants. Jacques avait besoin de se reposer et je m'imaginais en train de lire tout mon saoul, allongé au soleil dans la crique jouxtant ce coin de paradis. Tout se présentait bien. J'avais simplement omis les élucubrations de ma belle-mère et sa propension à me pourrir la vie. Lors d'un repas dominical où elle s'était incrustée à notre table, mue par une profonde affliction, elle évoqua sa dernière visite chez le médecin, lequel s'inquiétait de son état de santé. Nous laissant suspendus à ses lèvres, elle observa dans un rayon de soleil la robe du vin qu'elle fit tourner dans son verre avant d'en boire une gorgée et de le reposant en faisant claquer sa langue contre son palais. Alors que je jubilais, passant mentalement en revue ma garde-robe pour savoir ce que je porterais à ses prochaines funérailles, bénissant le mal qui allait finir par me débarrasser de ce poison, elle balbutia dans un souffle « J'ai de l'asthme ». J'avais pouffé. Jacques avait demandé si c'était grave. Elle avait grimacé sans répondre. Léa et Baptiste, les 2 grands, s'étaient levés de table pour filer dans leur chambre, et la petite avait demandé « C'est quoi de l'asthme ?» L'asthme, a corrigé ma belle-mère, c'est une maladie. Tu vois Zoé, si on ne soigne pas mamie, elle peut mourir étouffée. J'imaginais un peu déçu que si les âneries qu'elle débitait à longueur d'année n'étaient pas venues à bout de son système respiratoire, l'asthme aurait fort à faire pour me libérer de cette vieille poux. Jacques se fit prévenant et s'inquiéta des dispositions à prendre si toutefois nous pouvions lui être utiles. Elle prit une voix mielleuse et la tête inclinée, le regard mouillé, nous annonça qu'elle devait partir en cure. Assujettissant sa guérison à notre bienveillance, elle nous supplia de l'accompagner dans cette épreuve. Jacques assura qu'il était naturel d'accepter la moindre de ses requêtes et, me prenant à témoin, il décréta solennellement que nous serions à ses côtés pour vaincre sa maladie. On aurait cru qu'elle partait en croisade, qu'il partait en croisade, mon bonhomme. Ma belle-mère reprit de sa superbe pour nous annoncer qu'elle prendrait tous les frais à sa charge et nous offrait 3 semaines de vacances en juillet à La Bourboule. Alors moi j'ai envie de commencer donc, par dire que on a cloné Mamie, pour moi c'est le récit d'une épopée, en fait une sorte un petit peu de road movie dans le sud de la France, de la Provence à l'Auvergne. C'est le récit d'un voyage vers l'ailleurs, même si ce n'est pas très loin, dans des contrées très sauvages ou exotiques, mais précisément dans des lieux qui a priori ne sont pas très vendeurs, du moins pour le personnage principal, comme vous avez pu le constater lors de la lecture. Donc c'est un voyage pour une destination qui est pas mythique en fait, mais qui est inconnue, hein, et c'est un voyage pour retrouver quelqu'un. Mais surtout, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est le récit d'un voyage pour se connaître un peu mieux soi-même, ce qui est souvent le cas en fait, hein, dans des récits comme ça de voyage. C'est donc pour se connaître soi-même et surtout pour connaître ceux qui nous entourent. Comme souvent les récits de voyage, en fait, c'est un retour vers le passé pour mieux comprendre également ce que sont donc les personnages avec lesquels on vit, sans toujours bien les connaître, sans connaître
leur motivation à être ce qu'ils sont ou ce qu'ils vont devenir. Donc ce voyage, c'est un périple qui se présente un petit peu comme un chemin de croix, on en parlera, vers l'Auvergne, tandis que s'éloigne la destination rêvée qui est Sanary. On a envie donc d'y voir un parallèle entre le chemin vers l'Auvergne et son propre chemin de vie, au cours duquel le narrateur donc, va dégommer un petit peu ceux qui l'entourent et ceux qui font sa vie. Donc voilà, j'aime. Déjà, tu as dit vraiment beaucoup de choses. Non, mais beaucoup de choses, je veux dire, qui résonnent en moi parce que tu parles d'épopée et qu'un roman, il y a toujours un peu d'épique, un peu lyrique, un peu de politique, de politique et de politique. Et l'épique dans mes romans, c'est l'épopée, c'est toujours là. Que ce soit dans Delta avec le voyage aux États-Unis, en Louisiane et après dans le delta du Mexique et après retour dans le delta du Rhône, que ce soit les pissenlits avec le départ de Marseille pour cette épopée sur les traces un peu du lycée et tout ça. Donc là c'est vrai que c'est une épopée dans des lieux qui sont pas vendeurs comme tu dis, qui sont même qui sont un peu hors des sentiers battus, mais qui sont des lieux qui quand même ont une histoire parce que on passe par le Puy-en-Velay, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc tu parlais d'un chemin de croix, donc voilà, on saura évidemment après pourquoi on passe par là dans le roman. Et puis la Bourgoule, donc parce que l'histoire de l'asthme, sans rien dévoiler, c'est un peu un prétexte pour une histoire et on le comprend aussi après. Donc voilà, oui, épopée ça me va bien, et puis les personnages ils vont se découvrir un peu les uns les autres, parce que être à 5 dans un camping-car au début, c'est pas... Voilà quoi. C'est pas partir en voyage à l'autre bout du monde avec des vastes des hôtels, des vastes paysages. Là, il y a des vastes paysages, mais ils sont confinés, pour le dire, au début, ils sont confinés. Moi, je trouve par exemple qu'elle a une vision très très lucide, sans possession, des gens qui l'entourent, de ses enfants, notamment de ses enfants. Et je pense que c'est justement ça accentue en fait un certain comment dire, un certain côté très âpre quoi. Oui, je pense aussi que s'il y a ce côté un peu âpre et un peu parce que c'est vrai que ces enfants ils disent bon j'ai des enfants mais bon je suis un peu en boucané quoi. Ils sont toujours avec les gamins, le mari, la belle-mère et je pense que comme elle est dans la colère, elle se permet cette transgression et c'est quelque chose qui est quand même en surface. Évidemment, elle ne pense pas des fois ce qu'elle dit ou ce qu'elle peut penser de ses enfants, mais il y a des choses quand même assez justes sur ce qu'on peut penser des enfants, ce qu'ils vont devenir, nos projections. Et ces projections-là, par exemple, elle les ramène à une réalité extrêmement terre à terre. Et c'est vrai que ça fait cash. Des fois, il y a des scènes qui font un peu cash. Si vous permettez, je vais lire quand même un petit passage. C'est cash, mais moi j'aime bien. Donc c'est la vision donc, de la mère sur son fils. Et donc voilà. Alors je ne lis pas aussi bien que toi, mais tant pis. Baptiste devait être le seul gosse de toute la région à avoir refait une dernière année de maternelle. Il était tellement dyslexique que son institutrice avait fini l'année en bégayant. 2 années lui avaient aussi été nécessaires pour obtenir son brevet, une lumière. Mais cette année, alléluia, il semblait avoir trouvé sa voie. En réalisant un stage professionnel imposé par le collège dans une supérette, il avait eu une révélation, la révélation. Le commerce était sa vocation. À la rentrée prochaine, il préparerait un bac professionnel de vente. Bon, ce ne serait pas avec ce bagage qu'il vendrait des Airbus aux Chinois, mais dans la vie, on doit toujours réévaluer ses ambitions. Baptiste était débrouillard, il obtiendrait sans aucun doute un poste à Auchan ou à Carrefour, d'abord au rayon pour animaux, puis il monterait en grade, il était malin. Pourquoi pas responsable du rayon des vins et spiritueux, ce serait une belle promotion. Ça lui sera plus facile de devenir alcoolique que de se transformer en furet, quoique parfois, à l'odeur, il y aurait de quoi se méprendre. Par la suite, il rencontrera une fille, une caissière ou une employée de la parapharmacie, c'est plus glamour. Ils emménageront ensemble avec Kimberly. Oui, il tombera amoureux d'une Kimberly qu'il pelottera dans la chambre froide du supermarché. J'entends ici la voix autoritaire d'une petite chef grésiller dans le micro. Kimberly est attendue dans son rayon. Ils s'installeront dans un petit appartement, pas trop loin de la maison. Obsédé comme il l'est, Baptiste s'abonnera à une chaîne porno pour initier sa petite amie à différentes pratiques copulatrices. Au bout de 6 mois de vie commune, Kimberly sera devenue la reine de la turlute. Ils achèteront une voiture à crédit qu'un copain de promotion de Baptiste, responsable du rayon pneus chez Nouroto, customisera à loisir pour pas cher.
Quelques années plus tard, ils essaieront de procréer. Kimberly verra revenir trop souvent ses menstruations. Elle dira ragnagna. Baptiste prendra une maîtresse, pas la petite de la poissonnerie. Kimberly a du nez. Elle travaille à la parapharmacie après tout. Ou bien ils finiront par avoir un gamin qu'ils appelleront d'un prénom en vogue et lui adjoindront celui de Jacques, en souvenir de ce père parti trop tôt, empoisonné par Monsanto. Je me retournais et regardais mon fils. Il avait une main dans son pantalon et promenait l'autre sur l'écran de son téléphone portable. Je l'interpellais. « Dis-moi, Baptiste. »« Oui, maman. Ça te plaît, Kimberly, comme prénom ?»« Bof. »« Pourquoi tu lui demandes ça ?» questionna Jacques. « Pour rien. » Donc, non mais, de mon propre point de vue, et peut-être d'autres personnes partageront ce point de vue, je pense que c'est vraiment parce que c'est une voix féminine que ça va encore plus loin, et que c'est encore plus, c'est une transgression encore plus importante, et c'est là où ça réussit en fait. Où ça, moi, je pense que ça m'a permis des, c'est sûr que ça m'a permis des choses que peut-être j'aurais pas écrite si j'avais une voix classique ou même une narration classique, parce qu'on m'aurait peut-être taxé d'être et là avec une voix féminine c'était... Et puis parfois tu parles aussi des congénères féminines hein, de la narratrice en question. Et là c'est pareil, je pense qu'effectivement ça aurait pu, parce que maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit, souvent les hommes sont taxés de machistes, etc. Et je pense que ce serait vraiment moins bien passé si ça avait été un homme. Et peut-être c'était beaucoup moins drôle. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais aussi quand même au fur et à mesure de l'évolution du roman, on comprend aussi pourquoi elle est comme ça, par rapport à son passé, etc. Donc j'ai quand même, je me suis un peu justifié quoi. C'est marrant parce que j'avais pas du tout cette question-là, mais j'ai l'impression en fait que tu moi je la trouve extrêmement drôle, extrêmement franche, et on lui en veut pas quoi de penser ça. Au contraire, je pense que c'est vraiment au contraire. Je pense que c'est il me semble que c'est un personnage attachant. On a envie d'être copains quoi, parce que elle est drôle, elle est un peu olé olé dans son parler, dans son phrasé. Donc voilà. Mais tout ça, et à des moments, il y a beaucoup de moments comme ça où c'est sa voix, enfin, c'est une voix interne à elle qui parle, parce qu'il y a des moments, il y a un peu de dialogue, il y a pas mal d'action dans le roman, même les passages un peu lyriques, enfin, je sais pas si tu en parlais, ils sont construits dans l'action, je veux dire, il n'y a pas de digression poétique. On enchaîne sur justement les personnages et les situations. Moi j'ai trouvé, cocasse, tout en étant en fait extrêmement banal pour certains. En fait, vraiment de l'époque, quoi. Il y a des gens qui nous paraissent cocasses, mais en fait, c'est des gens qu'on rencontre tous les jours et avec lesquels on côtoie. C'est des anti-héros. Enfin, il n'y a pas de héros. C'est des anti-héros tous. C'est le personnage lambda. Et alors voilà, donc vous avez pu vous en rendre compte, mais il y a énormément d'humour, de causticité pour dépeindre donc, ces personnages. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait peu de dialogue, mais souvent une ou deux tirades comme ça, très courtes, et justement très très drôles, et vraiment qui incisives, et donc ça... Moi j'ai éclaté de rire à plein de reprises, c'était vraiment génial. Et très révélatrice en fait de ce que sont les personnages. Parfois avec une ou deux comme ça répliques, on voit bien le personnage. En fait j'aime pas trop les dialogues, peut-être parce que je les maîtrise mal, hein, c'est possible. Mais je trouve que le dialogue dans le roman, alors il y a de très grands romanciers qui écrivent avec des très grands dialogues. Sans parler de soit Hemingway, c'est des dialogues extraordinaires. Donc pour arriver à ça, où tu sais faire ou tu sais pas faire. Et moi je pense que il faut s'en tenir à ce qu'on sait faire, donc faire entre guillemets de la description, mais aussi de la description psychologique, et que la phrase soit choc quand elle arrive, mais qu'on ne dise pas un truc pour dire un truc. Alors c'est difficile parce que le côté choc du dialogue, quand on écrit, on n'a pas... Ça, c'est compliqué de l'avoir dans l'oreille, mais bon, voilà. Justement, le roman, ça permet de, pas de se cacher, mais d'écrire des histoires pour les histoires des gens pour d'autres gens. C'est ça, c'est l'intérêt un petit peu
quand on écrit d'un roman, c'est d'écrire des émotions, mais les émotions des autres. Le roman, c'est un peu... il faut être en empathie en permanence. Donc c'est ça qui est... Ouais, c'est ça qui est agréable dans le roman, parce qu'on n'a pas justement besoin de se montrer, on montre les autres. Alors, juste, on a beaucoup parlé d'humour et on a des extraits. Juste, et... en fait, oui. Juste pour faire une comparaison, je pense que la poésie, c'est sa maison. Quand on fait de la poésie, on est dans sa maison. Et quand on fait un roman, on construit une maison pour ses personnages. Mon image, c'est un peu ça. C'est très bien, ça fait encore une transition parce que justement par rapport à ce que tu disais aussi, ouais, non, on est trop fort. Ce que tu disais au début, là, en fait, quand tu disais parfois il y a voilà, des passages poétiques et qui font pas du tout rupture avec le texte, et là c'est pareil, effectivement il y a parfois quelques lignes comme ça. Mais ça j'y tiens, en fait, c'est entre guillemets, c'est pas ma marque de fabrique, mais c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est-à-dire que enfin, moi, je lis pas mal, je connais un peu les auteurs, je connais un peu leurs œuvres, et la poésie, souvent, enfin la poésie, le lyrisme dans les œuvres, c'est la digression, c'est la... Ouais, en fait, c'est des digressions, et je trouve que c'est plus moderne, c'est pas moderne, ça. Maintenant, ça peut pas... Rilke peut le faire, mais... aujourd'hui, on travaille pas comme ça, et on doit, quand on écrit, on doit faire passer l'émotion dans l'action, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'action, on est dans un monde voilà, où il faut bouger, et tout doit. Enfin, j'écris, mais je réfléchis beaucoup à ce que j'écris. C'est-à-dire que quand je me penche sur un travail, quand je me mets à écrire, je me questionne beaucoup parce que je doute beaucoup d'abord, et puis parce qu'en fait, j'aimerais bien lire le roman que j'écris, je veux pas le bâcler. Si je le lis moi, j'ai pas envie d'en avoir autre. En fait. C'est un peu ça. Et donc, je réfléchis beaucoup à tout ça. Et quand je dis que je veux pas de rupture de rythme, parce que la rupture de rythme dans un bouquin, à l'heure actuelle, c'est insupportable. Il faut que tout s'enchaîne, il faut qu'on ait aussi en fait une reconnaissance, enfin, que l'auteur ait une reconnaissance peut-être aussi pour ses pairs, pour ce qu'il a lu, et sans faire tout le temps de l'intertextualité, on a besoin par son écrit, de rendre hommage un peu, même si ça se voit pas, même s'il y a que moi qui le sais à des moments, parce que le roman, parce que je sais pas, mais j'ai 150 000 exemples, mais quand les pissenlits passent par Turin et que je parle du dernier homme, je parle de Nietzsche, et derrière je parle de Camus, je parle du premier homme, et il y a une conjonction entre les deux, et si on creuse encore le truc, il y a encore quelque chose. Donc, et ça quand j'écris, j'ai besoin d'avoir plusieurs niveaux de lecture pour que tout le monde puisse se retrouver, et retrouver c'est un peu, je dirais pas, c'est pas ses repères, mais c'est, oui, en fait, tout ce qu'on apprend, c'est base, quoi. Après une mauvaise nuit, j'ai attendu l'aube pour sortir faire une promenade au bord du lac. Un voile de brume nappait les berges et grimpait le long des sapins, accrochant ses filaments çà et là, comme des foulards de soie. L'eau, inerte, semblait irréelle et reflétait, à l'est, l'ombre portée des forêts. Saisie par la beauté de l'aurore, je me suis laissé aller à penser à mon berger et à ma vie un peu décousue ces derniers jours. Devant moi, une famille de canards entreprit de traverser le lac, de petites vaguelettes vers mourir à mes pieds. J'ai essuyé une larme qui roulait sur ma joue avant de rejoindre les miennes. J'avoue que l'amour et son corollaire, le sexe, qui ne te reste pas indifférent quand même. Et donc, voilà, moi c'est pareil. J'ai trouvé que les trois romans étaient fortement marqués par ce sentiment d'amour et par des scènes donc teintées d'un certain érotisme, pour ne pas dire d'un érotisme certain. Et donc pour aborder l'amour et le sexe, c'est pareil, tu utilises un style très très imagé, parfois assez cru, et tout en étant, là encore, oui, très poétique. Qui dévoile rarement. Qui dévoile rarement. Oui, d'accord, je croyais que tu avais déjà vulgaire. Pas du tout, hein, c'était pas du tout. Non, mais je veux dire, il y a des scènes qui sont chaudes, mais c'est très peu dévoilé, quoi. Vrai. Que ce soit dans le Delta, il y a une pudeur sur les scènes de sexe en principe, il me semble.
C'est vrai. Et donc moi j'ai eu l'impression à la lecture du roman que c'était vraiment ce qui se passait pour la narratrice en fait. On a vraiment l'impression que c'est à travers ses expériences, notamment sexuelles, mais plus largement aussi des expériences des divers personnages, hein, le fils, etc., qu'elle retrouve non seulement sa liberté, mais aussi donc, en conséquence, et là je renvoie à ce que je disais au début, sans doute une nouvelle façon d'envisager sa relation aux autres, en modifiant en fait son regard sur ceux qui l'entourent. Donc je voulais savoir un petit peu si j'avais... Oui, peut-être, enfin, je sais, parce que après là je pense qu'il faudrait peut-être que je m'allonge sur un divan, probablement. Non, tu es pas les enfants. Mais non, je sais. Alors les expériences, c'est pareil, c'est difficile de parler parce que ça dévoile un peu du roman. Mais donc la narratrice du roman, Margot, c'est vrai qu'elle va faire une expérience sexuelle, amoureuse. Et je pense que ça correspond au cheminement que je veux donner au personnage dans le roman, parce qu'elle va s'affranchir quasiment sur la colère, parce qu'elle est en colère contre la terre entière de ne pas avoir ses vacances qu'elle avait prévues depuis des années, et voilà. Et en même temps, elle va s'affranchir et elle va il y a des choses en elle qui vont se révéler, même par rapport après à sa belle-mère, parce que vous verrez qu'en fait, c'est pas un secret, mais on la connaît pas, là. En fait, pas, on la connaît pas. Personnage. Il faut qu'il soit transgressif, sinon il n'aurait pas eu de relief. Je pense si ça avait été une histoire, un road movie pour faire juste une balade en France, revenir et que tout soit tiède, ça n'avait pas de sens. C'est pas tiède, ça c'est clair. Il fallait mettre du relief, il fallait que ça cogne, quoi. Et même dans la tête du lecteur, quand c'est sûr qu'au niveau moral, il y a des choses qui vont peut-être pas choquer, mais voilà, c'est assez personnel, je pense que... Non, c'est la relation qui va se passer. C'est un problème ce jeu, voilà. Et il y a une relation qui peut paraître, voilà, moi je ne m'a pas choqué, je l'ai écrite et je l'assume, mais il y a une relation qui peut paraître amorale. Ceux qui l'ont lu, avec l'humour, ça passe. c'est ça. Avec l'humour, ça passe, mais en même temps, ça la questionne. Et voilà, ça pourra questionner peut-être aussi les lecteurs. Qu'est-ce que dans cette situation, peut-être, est-ce que cette situation... Elle n'est pas bien dans son couple non plus, hein, donc... Ouais, puis le furet, il est non, je consentant. sais pas si elle n'est pas bien dans son couple. Le furet, il est consentant.